Dans cette émission, nous rassemblons encore les étapes que vous devez passer pour mettre vos fondations en ordre et nous montrons les principes de base pour construire le rez-de-chaussée. Désactiver les axes est une partie importante du processus de construction. À toute nouvelle étape, vous devez vous baser sur ces lignes. Pour pouvoir dessiner ces axes, vous devez d'abord chercher un point de départ approprié. Nous enregistrons ceci ici, sur un angle droit à l'avant de la maison. De là, nous pouvons dessiner la ligne de base. Le marquage des axes est nécessaire afin que le bâtiment soit bien complètement d'équerre. Maintenant, nous pouvons tout développer avec des planches. Les axes y seront indiqués, ils seront reliés avec des petites cordes. Pour le positionnement des planches, nous utilisons notre mesure définie au sol. Bien Hans, nous avons placé un laser à l'extérieur. Le point que nous transférons ici est la mesure à l'intérieur. 1 mètre plus bas, c'est le point du sol achevé. Cette hauteur du sol est maintenant transférée au terrain. Le laser mesure à 1 mètre la hauteur du sol au niveau 0 et on l'indique au crayon sur les petits poteaux. Hans visse les planches de manière à ce que le dessus de la planche corresponde au niveau du sol achevé. Chaque axe reçoit un chiffre ou une lettre correspondant à ce qui se trouve sur le plan. Ainsi, le terrain est divisé en carrés comme sur une carte. Voilà, nous avons maintenant défini les axes. Vous allez voir, c'est tout des carrés. À base de ces carrés, nous savons retrouver donc la base des fondations et placer tout ce qui est fosse et récupération d'eau. Sur le plan de l'architecte, nous voyons où doit venir la fosse pluviale et la fosse septique. Nous nous basons sur les axes pour venir le dessiner au marqueur fluo sur le sol. Nous enroulons ensuite les petites ficelles des axes pour que les pelleteuses puissent travailler sur le chantier. Le placement des fosses prend facilement une journée. Mais les fosses doivent d'abord être prêtes avant que nous puissions continuer avec les fondations et l'égouttage. Nous laissons le placement à une firme spécialisée. Celle-ci place le tout sur une couche de stabilisé parfaitement à l'endroit prévu à l'aide des plans. La fosse pluviale en béton est placée en premier. C'est un travail précis car elle doit être parfaitement de niveau. Fixez la fosse, le trou est rempli de terre. La fosse septique, plus petite, est ensuite placée juste à côté de la fosse pluviale. Pour maintenir les fosses stables et éviter qu'elles ne soient poussées vers le haut par des eaux souterraines, elles sont en partie remplies d'eau. Lorsque tout est bien en place, les trous sont remplis, d'abord avec du sable stabilisé et ensuite avec de la terre jusqu'à ce que le terrain soit à nouveau plat. Enfin, nous prévoyons encore une troisième fosse, la fosse d'infiltration. Elle est posée un peu plus bas que la fosse pluviale à laquelle elle est reliée. Le système d'infiltration forme un tampon pour l'eau de pluie et assure que l'eau filtrée puisse s'évacuer lentement. Dès que nos 3 fosses sont en place et que le terrain est de nouveau plat, nous pouvons alors dessiner les fondations. Et cela aussi doit se faire complètement suivant les plans de l'architecte. Nous allons à présent creuser les tranchées de fondation. Ici, vous voyez l'armature qui sera placée dans ces tranchées. Elle sert à rendre la fondation nettement plus robuste. Comme le sol a été remué, le support n'est plus suffisamment robuste et c'est pourquoi une armature est placée dans la fondation. Là où nous avons creusé les fondations suivant la bonne profondeur, nous tendons à nouveau une corde, parce que celle-ci montre à nouveau la hauteur du niveau du sol achevé. Les tranchées de la fondation elle-même ont 40 cm d'épaisseur. Là-dessus viendra la plaque en béton de 22 cm et ensuite une couche d'isolation, puis le revêtement de sol lui-même avec environ 28 cm. Le tout ensemble fait donc 90 cm. Dans nos tranchées excavées, nous prévoyons donc une fine couche de béton sec. Cela forme une surface stable pour y poser notre structure de renforcement en acier. Elle a été faite sur mesure selon les calculs de l'ingénieur en stabilité. Pour éviter que le béton ne coule en dehors, nous prévoyons encore un coffrage en multiplex. Nous faisons attention de bien travailler en dessous des axes, sinon nous aurions des fondations qui ne suivraient pas le plan. Il est maintenant temps de placer la structure en acier sur le sol renforcé par du béton qui a entre-temps durci. Cette structure est nécessaire pour garantir la stabilité du nouveau bâtiment. Nous posons le renfort sur des blocs
et sur les côtés, nous les dotons d'entretoises. Ainsi, le béton pourra bien couler entre et l'acier sera bien enveloppé de béton. Installer l'intérieur du coffrage est bien plus facile. On met simplement les planches l'une contre l'autre sans les fixer. Nous allons ensuite placer des tuyaux d'égouttage et remplir le tout avec du sable. Ainsi, les planches sont fixées d'elles-mêmes. Vous ne pourrez évidemment pas les réutiliser, d'où le terme de coffrage perdu. Nous posons les tuyaux d'égout depuis le point de connexion avec le réseau d'égout. Nous avons monté les tuyaux au travers de la structure en acier et du coffrage, et toujours avec le bon degré d'inclinaison, à savoir 1 à 1,5 cm de pente par mètre courant jusqu'aux égouts. Les tuyaux d'attente pour l'électricité ont également été prévus. Maintenant, nous remplissons le tout avec de la terre jusqu'à ce que les tuyaux soient sous le sol. Sur la terre viendra une couche de finition avec du sable que nous damerons à la fin avec l'aide d'une plaque vibrante. Le sous-sol de la nouvelle extension est prêt, mais nous ne pouvons certainement pas oublier une prise de terre par boucle, celle-ci doit aussi être dans le sol. Nous posons maintenant un film de construction pour éviter que le sable ne remonte. Pour de grandes surfaces, c'est aussi évidemment une protection contre l'humidité ascensionnelle. Pour rendre la structure complètement portante, nous prévoyons ici aussi des filets de renfort sur des petits blocs. Nous posons des filets de renfort jusqu'au-dessus de la structure de la fondation en tranchée. Cela forme ainsi un ensemble et la plaque de sol n'est nulle part interrompue. Couler du béton va vite, mais vous ne pouvez pas retenir le rythme du mixeur de béton. Une aide est donc nécessaire. Le béton doit être bien réparti sur la surface, il faut régulièrement déplacer la gouttière. Prévoyez de bonnes bottes et une pelle ou un râteau pour bien répartir le béton. Le laser est évidemment important. Le sol doit être de niveau et le béton doit être coulé à la bonne hauteur. Après que le béton a été coulé, il faut le damer pour enlever les bulles d'air. Cela épaissit le béton et le rend donc plus fort. Lorsque la plaque a été lissée, elle peut commencer à sécher. Le béton atteint sa résistance à la compression après 28 jours. Le principe pour la pose des tuyaux d'égouttage de l'ancienne partie reste le même. Ici, il y a juste un peu de travail supplémentaire pour traiter les tuyaux qui se trouvent dans les murs existants. Vous fixez les différents éléments les uns aux autres à l'aide de graisse. Ainsi, vous êtes sûr qu'ils ne se détacheront plus. Et à l'aide du niveau, on vérifie aussi les pentes. Au bout des tuyaux, nous plaçons des bouchons avec le nom dessus. Le rouge pour l'eau sale, le bleu pour l'eau de pluie. Enfin, vous soutenez les tuyaux avec suffisamment de terre afin qu'ils restent bien en place. Et encore un bon conseil, vous ne ferez jamais assez de photos de ce qui se trouve dans le sol. Plus tard, vous ne verrez plus rien et nous ne pourrons alors plus que nous baser sur un plan d'égouttage correct avec les photos. Ce plan, vous en aurez aussi besoin pour l'agréation de l'égouttage. Sous le sol du bâtiment existant, nous devons encore placer une prise de terre par boucle. Elle doit être bien enterrée dans la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution et de maintenir les installations électriques en sécurité. Après avoir placé la feuille et les filets de renfort avec les entretoises, nous devons encore prévoir l'isolation des bords. Parce qu'il ne peut pas y avoir de contact entre la nouvelle plaque et les anciens murs non isolés pour éviter l'humidité ascensionnelle. Cette isolation flexible sert aussi de tampon à l'expansion et au rétrécissement du matériau. Tout est maintenant prêt pour couler la plaque de sol. L'avantage de cette rénovation, c'est que nous ne devons pas faire de coffrage. La plaque de sol est coulée en une fois. Il n'y a pas d'interruption entre la partie à rénover et l'extension devant et sur le côté. Lorsque la plaque de béton est en place, il est temps de prévoir une courbe d'énergie et de la fixer de niveau avec du béton sec. Les services des utilitaires ont toujours d'énormes exigences sur la manière dont tout doit entrer dans l'habitation. Et donc, il existe une pièce pré-préparée, une courbe d'énergie pour que tout entre dans la maison de manière bien ordonnée et parfaitement selon les règles. Ceci entre ici vers le haut. Il faut encore qu'un mur vienne ici. Et vous pouvez toujours prendre un panneau en genre multiplex, d'1,20 m sur lequel toutes sortes de choses peuvent être montées. Et donc, tout vient ici contre ce panneau. Une fois que la courbe d'énergie est prête, la boîte de chantier peut être connectée.
Le fournisseur de la boîte la livre et vient aussi la monter. Une fois que la boîte de chantier a été connectée de manière correcte, elle doit encore être approuvée. Dès que vous avez cette certification, la société d'électricité peut faire le branchement officiel et enlever l'ancienne connexion souterraine. Notre plaque de sol a entre-temps suffisamment durci. Nous pouvons donc commencer les travaux de maçonnerie des murs porteurs. Avant de commencer, nous devons reporter les axes sur la plaque de sol. Grâce à nos petites cordes tendues comme aide, nous reportons les lignes avec une corde de maçon. Ensuite, nous pouvons enlever le coffrage. Avant de commencer à maçonner, l'entrepreneur nous apprend comment faire un bon mortier. Si vous retirez la truelle du mortier et que le mortier forme une boule, c'est bon. Si la boule s'effondre, c'est que le mortier est trop liquide. Sur base du plan de l'architecte, nous pouvons commencer à placer les blocs d'assises. Un bloc d'assises, c'est en fait votre première pierre qui va éviter que vous ayez un pont froid. Tant sous les fenêtres que sous les murs, on doit déjà placer une première couche d'isolation. Évidemment, cela doit être une isolation qui doit pouvoir résister à un peu de pression, parce que finalement, il y aura une sérieuse pression sur ces blocs. Et donc, en d'autres mots, cela se traduit en un genre de pierre qui est beaucoup plus isolante qu'une simple brique de construction standard. Grâce à une plus grande perforation dans ce type de bloc, vous aurez ainsi une meilleure isolation pour votre bâtiment. D'abord, notre entrepreneur a déterminé à quelle hauteur les blocs doivent venir. Il a alors tendu une corde de maçon pour pouvoir travailler de manière très précise. La première pierre, il la pose lui-même. Il montre comment il faut bien maçonner sous la pierre. Du fait que ces blocs passent aussi sous les fenêtres, ils doivent bien tous être de niveau et évidemment aussi d'équerre à 100%. Nous posons les blocs très près les uns des autres en position décalée, sans mortier, pour ne pas interrompre la couche isolante. Pour pouvoir continuer à maçonner, nous devons mettre des profils sur les coins. Il est important que les profils de maçon le long de tous les côtés soient parfaitement de niveau, afin que le mur puisse être construit bien droit. Après que les profils aient été placés, nous posons le niveau de l'intérieur vers l'extérieur des profils. Nous utilisons pour cela un niveau digital, un tube transparent rempli d'eau, idéal pour travailler de niveau sur une longue distance. Sur notre première rangée de blocs, nous plaçons la feuille d'étanchéité. Elle doit venir 2 cm au-dessus du niveau du sol achevé, c'est pourquoi nous avons besoin du niveau du sol. La feuille est placée sur tous les blocs de tous les nouveaux murs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs. Sur les blocs et la feuille d'étanchéité, nous avons maintenant maçonné des blocs de construction rapide. Nous lissons bien les joints à l'extérieur où viendra le mur avec la cavité. Dans la cavité, nous allons poser une autre feuille d'étanchéité. Ici, nous voyons la coupe du mur avec la première feuille contre l'humidité ascensionnelle et au-dessus, le rabat qui est en partie intégré dans le mur et qui va prendre l'humidité de condensation qui se trouve dans le mur. Les bricoleurs épargnent beaucoup de temps en heures de travail s'ils aident le maçon. Ils peuvent le faire en préparant le mortier, en versant le mortier dans les cuves et en portant les pierres. Et entre-temps, vous pouvez aussi apprendre à maçonner. À l'aide de la répartition indiquée des couches sur le profil, vous pouvez toujours bien positionner la corde de maçon. Ainsi, il suffira de suivre précisément la corde pour avoir un mur bien droit. Pour les simples briques de construction rapide, il ne faut mettre du mortier que sur le petit côté de la brique, parce qu'elles ne sont pas dotées de rainures et de languettes. Les murs qui restent nus, nous faisons directement les joints afin qu'ils soient bien propres à la vue. Vous les brossez aussi directement, afin qu'il ne reste pas de petits morceaux de mortier. Maintenant que les murs sont maçonnés, nous devons encore prévoir à certains endroits des colonnes porteuses et armées sur conseil de l'ingénieur de la stabilité. Vous pouvez vous-même armer les colonnes. Prenez quelques barres d'armature et fixez les supports de fer tous les 15 cm à l'aide de fils de fer. Nous mettons maintenant l'armature rectangulaire en place et prévoyons encore des entretoises en plastique afin qu'il reste suffisamment d'espace entre l'acier et le coffrage. Nous faisons le coffrage à nouveau avec des plaques de multiplex. L'encadrement doit être aussi large que notre mur, afin qu'il s'adapte parfaitement à notre mur et qu'on puisse le placer au-dessus de notre armature. Pour éviter que nos planches partent dans tous les sens sous la pression du béton, nous posons des pinces tous les 30 cm.
nous faisons nous-mêmes le béton pour les colonnes. Faire du béton, le verser dans des cuves, monter l'échafaudage pour ensuite couler le béton dans le coffrage est un travail manuel et donc idéal pour les bricoleurs. Tapez régulièrement contre le coffrage avec un marteau. Ainsi, vous répartissez bien le béton entre l'armature et toutes les bulles de votre mélange partent, vous permettant ainsi d'arriver à un résultat solide. Après quelques jours, nous pouvons déjà décoffrer, mais ce n'est qu'après 28 jours que nous pourrons charger la colonne. Là où nous ne mettons pas de colonne, nous avons prévu de faire une enveloppe de béton. Les briques ne sont en effet pas suffisamment solides pour supporter les poutres, tandis que le béton l'est. Maintenant, nous pouvons placer les poutres en acier pour renforcer notre structure. Grâce à des élévateurs, nous pouvons les élever pour les mettre en place. Nous devons temporairement les placer sur des points d'appui, parce que, à certains endroits, nous devons soit encore réaliser cette enveloppe en béton, soit elle n'est pas encore suffisamment durcie. Cette poutre va assurer la liaison entre la nouvelle extension et l'habitation existante. Nous aidons l'entrepreneur, mais nous nous laissons surtout guider pour ce travail de construction. Avant de retirer les élévateurs du dessous des poutres, nous fixons bien les points d'appui. Dès que tout est solidement fixé, on laisse seulement descendre les élévateurs. Pour les autres travaux de démolition, nous devons aussi surtout veiller à ce que tout reste bien soutenu. L'ingénieur en stabilité vient aussi parfois sur le chantier pour contrôler si les travaux se déroulent selon le plan de stabilité. Partout où cela a été recommandé, nous prévoyons les enveloppes en béton ainsi que les poutres. Ainsi, nous préparons le bâtiment à la construction d'un étage suivant. Dans la nouvelle extension, nous avons aussi fait les préparations pour pouvoir placer le toit plat. Là où viendra la saillie vers l'extérieur, en dehors des murs de l'extension donc, nous prévoyons des appuis avec un système de poutres. En aidant autant que possible l'entrepreneur pour les fondations, les travaux de maçonnerie et le placement des colonnes et des poutres, nous avons pu économiser environ 294 heures de travail ou 11 760 €. Avec le total provisoire précédent de 6 000 €, nous arrivons à un montant épargné de 17 760 €.